À écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast. Oh mais j'ai réussi à le dire. C'était le début de l'été. J'étais en reportage au Kosovo, à la rencontre des athlètes qui s'entraînaient pour concourir pour la première fois aux Jeux Olympiques. C'était une grande première dans l'histoire de ce petit pays qui n'est pas reconnu encore par toute la communauté internationale. Et une fois que j'avais terminé cette commande, j'avais un peu de temps en face de moi et j'ai pris un bus pour l'Albanie. Je venais de lire un rapport du Fonds des Nations Unies pour les populations qui révélait la pratique d'avortement sexo-spécifique dans ce pays des Balkans. Certains parents pouvaient décider d'interrompre une grossesse s'ils découvraient que le sexe de l'enfant à naître était celui d'une femme. À cause de cette sélection prénatale des fœtus, 700 filles manquaient chaque année en Albanie. J'avais déjà entendu parler d'un tel phénomène en Asie, notamment en Inde et en Chine, mais jamais sur le continent européen. Je connaissais personne en Albanie, mais j'avais décidé de mener l'enquête. J'avais négocié pour pas cher d'occuper un lit dans le sous-sol désaffecté d'une auberge de jeunesse. Et j'avais aussi acheté une carte SIM pour contacter le plus de monde possible, en lien de près ou de loin avec le sujet. À force, j'avais fini par rencontrer des gynécologues, mais aussi des travailleuses sociales, et par leur intermédiaire, des femmes qui avaient avorté sous la contrainte de leurs époux ou de la société patriarcale dans son ensemble. En général, cela ne survenait pas dès le premier enfant, mais au bout de la seconde ou troisième grossesse, si la mère n'avait pas encore accouché d'un garçon. L'une des femmes qui avait accepté de me raconter son histoire et qui s'appelle Barié m'avait dit « J'avais honte que ça soit encore une fille ». Et elle m'avait aussi expliqué qu'elle témoignait parce que, je la cite, elle ne voulait pas que ses filles ou d'autres filles ne subissent la même violence. Dans le nord de l'Albanie, il existe un code moral baptisé la loi du Canan, selon lequel un homme vaut 2 fois plus qu'une femme, et dans une logique patrilinéaire, les femmes sont exclues de la transmission des biens. Le Canan est un héritage du Moyen-Âge qui n'a aucune force légale en Albanie, mais qui imprègne toujours les mentalités. Cette sélection prénatale est amplifiée par les technologies modernes d'échographie qui permettent de détecter assez tôt le sexe du bébé par ultrason. De retour à Paris, j'avais écrit au magazine Cosette. À l'époque, c'était quasiment le seul magazine féministe en France. Et j'y ai publié ce qui est devenu mon premier grand reportage sur les féminicides. C'était en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Je continue d'écrire sur les féminicides. J'ai publié l'année dernière mon premier livre, Nos absentes à l'origine des féminicides. Et je suis en train d'écrire le suivant. Je suis donc d'autant plus enthousiaste à l'idée de consacrer cet épisode de Faire genre à la notion de féminicide. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la docteure en sciences politiques Margot Jacinthy. Bonjour Margot. Bonjour. Margot Jacinthy, vous êtes rattachée au laboratoire Triangle à l'École normale supérieure de Lyon et vous y avez soutenu en 2023 une thèse intitulée « Quand il n'y a pas mort d'homme, socio-histoire du féminicide en France de 1791 à 1976 ». Cette thèse est une véritable mine d'or sur les féminicides et je tiens à le souligner. Votre thèse va être aussi par ailleurs publiée aux éditions du CNRS et vous écrivez aussi une déclinaison pour les éditions Divergence. Vous avez par ailleurs participé en 2019 au second congrès international de l'Institut du genre, genre et émancipation en partenariat avec l'Université d'Angers. Margot, malgré nos centres d'intérêt communs, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer. Je viens de vous raconter mon expérience en Albanie et j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur les féminicides. Alors, j'étais étudiante à l'Institut d'études politiques de Lyon. Et j'ai eu l'occasion de partir en Erasmus une année, que j'ai choisi de faire en Norvège. J'avais choisi la Norvège parce que à l'université d'Oslo, il y avait beaucoup d'enseignements, notamment de criminologie, et en particulier des enseignements qui utilisaient des perspectives, qui analysaient les rapports sociaux. Donc j'avais pris ce cours qui s'appelait Gender Criminology, et dans ce cadre-là, j'ai découvert le mot femicide. Et donc ce terme, il a fait écho en moi de 2 manières. La première chose, c'est que j'étais un peu lassée de lire le terme crime passionnel dans la presse, notamment française. Et la deuxième, c'était le fait que j'avais reçu dans mon parcours d'étudiante des menaces de mort qui m'avaient amenée à me sentir tuable. C'est une expérience qui est finalement commune à beaucoup de femmes, de se sentir tuable à certains moments. Est-ce que vous souhaitez en dire un peu plus sur les menaces de mort que vous avez reçues en tant qu'étudiante ? En 2012, quand j'étais étudiante, j'étais déjà féministe.
Et c'est quelque chose que je ne cachais pas. Et on était dans une période avant MeToo, en fait, avant l'explosion de MeToo en France, où être féministe, c'était déjà être presque provocante, ou en tout cas poser problème. Et dans ce cadre-là, ces menaces de mort que j'avais reçues visaient en fait à me faire taire, en fait, à me dire qu'il fallait que je sois plus prudente dans ce que je disais, moins virulente peut-être dans ce que je cherchais la parole que je cherchais à porter. Et donc voilà, dans ce cadre-là, c'est vrai que ce terme fémicide, il arrivait au bon moment pour nommer une réalité que je pensais être vraie et commune à beaucoup de femmes. Merci Margot de partager cet aspect aussi plus intime, et je suis profondément désolée et révoltée d'entendre que vous avez eu affaire à des menaces de mort, et malheureusement, effectivement, ça traduit aussi la mécanique féminicidaire, que ça soit dans un contexte intime ou politique. Il y a souvent cette idée de « je voulais qu'elle se taise » et de contrôler la parole et à travers la parole le corps des femmes. Dans votre réponse, Margot, vous référez au terme de fémicide. En France, on parle de féminicide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction entre ces deux vocables ? Ce terme de fémicide, disons que c'est un peu le terme premier qui est théorisé par une chercheuse états-unienne qui s'appelle Diana Russell. Il apparaît, en fait, lors d'un événement, donc un événement qui a été globalement oublié de la mémoire féministe, qui est le Tribunal international des crimes contre les femmes, et qui se déroule en mars 1976. À Bruxelles. À Bruxelles. Et en fait, le mot tribunal, en fait, il réfère plutôt à tribune. C'est une tribune, un événement collectif où un collectif de femmes partiellement issues du mouvement de libération des femmes états-unien va appeler d'autres collectifs de femmes à venir à Bruxelles pour en fait discuter des sujets importants à l'époque dans les milieux féministes, et donc en fait le dévoilement de ces fameux crimes. Et en fait, crime dans la manière dont elle envisage, ça veut dire violence. Oui, il y avait des militantes qui venaient même de Tanzanie, d'Australie. Enfin, c'était un événement international, et l'idée, c'était aussi un partage d'expériences pour lutter contre les violences à une époque où, pour rappel, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et du coup, la pensée se diffusait beaucoup moins. Et c'est dans ce contexte-là aussi que Diana Russell, elle a formulé pour la première fois ce concept de fémicide. Comment est-ce que c'était défini à cette époque ? Alors au tout début, Diana Russell, elle va essayer de dire que le féminicide, finalement, c'est l'assassinat misogyne des femmes par les hommes. Alors, cette première définition, elle va être progressivement un petit peu modifiée, parce que si Diana Russell est toujours convaincue que la plupart des personnes qui tuent des femmes sont des hommes, elle va modifier progressivement cette définition pour arriver à une définition où elle va vraiment mettre l'accent sur qui est la victime de ce crime et pour quelle raison elle est tuée. Et donc, elle formule une définition qui est meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Et c'est vraiment cette deuxième proposition qui est importante, parce qu'elle est une femme, ça veut dire chez Diana Russell, parce que cette femme est perçue comme femme dans une société patriarcale. Et donc, c'est quelqu'un qui va être discriminé, qui peut être tué pour cette raison-là. Elle va continuer, dans sa carrière de chercheuse, à travailler sur le sujet, et elle va coordonner le premier ouvrage en 1994, Femicide, The Politics of Women Killing, avec une autre chercheuse britannique, Jill Radford. Et donc, on peut considérer, en fait, que Diana Russell, c'est vraiment... son travail a été la première tentative de théorisation de ce crime vraiment marquée et stabilisée. À l'époque, dans le contexte états-unien, il y avait aussi l'émergence du mouvement de lutte contre les violences. Pour autant, quand on suit la généalogie du concept de féminicide, il faut s'arrêter assez longuement, voire s'installer en Amérique latine pour comprendre l'origine de ce terme. À quel moment est-ce qu'on a commencé à parler de féminicide ? C'est-à-dire qu'on est passé du fémicide au féminicide ? Alors, il se trouve que quand Diana Russell, elle fait cet ouvrage en 1992, elle dit elle-même qu'elle a beaucoup de mal, en fait, à faire accepter l'idée, notamment chez les féministes, qu'il peut y avoir un meurtre de femme parce qu'elle est une femme. On n'est pas dans cet agenda politique, et du coup, en fait, cette question-là n'est pas particulièrement saisie, et le terme aussi. Mais il va être réceptionné par des militantes d'Amérique latine et centrale, en particulier par Marcela Lagarde, Ana Carcedo et Montserrat Sago, qui vont récupérer ce terme
Alors, dans des contextes différents, Marcela Lagarde, elle le récupère dans le cadre du Mexique. Marcela Lagarde, c'est une universitaire mexicaine et elle va devenir une femme politique et elle va, dans son terrain d'enquête, qui est en particulier en fait, le terrain d'enquête de Ciudad Juárez, qui est en fait une ville où il y a eu un nombre assez important de féminicides, et qui se caractérise par une grande violence et surtout des enquêtes qui ont mis énormément de temps à se déclencher, des assassins pas toujours retrouvés, et donc en fait finalement des victimes qui sont complètement oubliées, etc. Elle va enrichir la définition en disant c'est pas seulement le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, mais c'est aussi le fait qu'il y a une impunité, c'est-à-dire que ce crime n'est pas puni, il n'est pas pris en charge par l'État, il n'y a pas d'enquête et les assassins ne sont pas jugés. Du côté de Sago et Carcedo, qui sont au Costa Rica, récupèrent en fait le terme de fémicide. Alors, juste pour dire vraiment, donc pour le coup, les travaux de Russell vont beaucoup être lus et être diffusés. Pourquoi elles récupèrent aussi ce terme ? C'est parce qu'elles sont dans cette dynamique où, en fait, elles estiment aussi, comme Russell, que même s'il n'y a pas d'impunité, même si finalement les assassins sont punis, il y a quand même féminicide. Donc il n'y a pas forcément besoin d'ajouter la question de l'impunité pour que ça soit un féminicide. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, la question du féminicide devient vraiment un débat théorique et pratique de comment le définir, quels sont les éléments essentiels, etc. Merci beaucoup Margot d'avoir partagé quelques éléments sur le parcours de ces pionnières de la recherche sur les féminicides en Amérique centrale et latine. Le Mexique et Costa Rica, ce sont aussi les 2 premiers pays à avoir inscrit dans leur législation le concept de fémicide ou féminicide. C'était en 2007. Et cette question de l'impunité qui a été donc mise en exergue par les travaux de cette universitaire Marcela Lagarde est aussi intéressante à appréhender du point de vue européen, puisque ça peut aussi permettre d'analyser ou en tout cas d'éclairer la forte prégnance de femmes, notamment dans les féminicides conjugaux, qui avaient porté plainte ou demandé la protection des autorités avant d'être tuées. Moi, en tant que reporter, en fait, j'ai parfois documenté des cas de victimes qui avaient déposé plus de 10 plaintes et qui ont malgré tout été tuées et qui parfois avaient même aussi dénoncé la présence de l'arme à feu. En disant je me sens en danger, il y a cette arme à feu et l'arme à feu avait jamais été saisie. En France, justement, c'est complètement à rebours d'ailleurs que le concept de féminicide est arrivé dans le débat public. Je parle des féminicides conjugaux et par exemple en regardant le rapport statistique du gouvernement qui liste en fait ce qui est nommé les morts violentes au sein du couple, j'ai pu retrouver la première trace du terme de féminicide dans ce rapport ministériel en 2020. Dans l'avant-propos qui avait été signé à l'époque par Marlène Schiappa et Gérald Darmanin. Margot Jacinthy, comment retracez-vous l'émergence du concept de féminicide dans le débat public français ? En fait, il faut rappeler toute l'importance du mouvement social, et en particulier du mouvement féministe, dans la mise à l'agenda de cette question du féminicide. Quand j'ai commencé ma thèse en 2017, après avoir travaillé 1 an sur la notion, sur la généalogie du concept, je me suis finalement rendu compte que ce terme était vraiment très peu saisi, sauf par quelques féministes. Et en particulier, il y avait cette campagne de 2014 qui a été menée par l'association Oser le féminisme. Cette campagne était nommée « Reconnaissons le féminicide ». Dans cette campagne, il y avait 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de faire reconnaître le féminicide dans la loi. Le second, de le faire reconnaître dans les médias. Cette première campagne, finalement, elle est un peu cruciale parce que quand on tapait féminicide à l'époque sur le web français, c'était quasiment le seul résultat. En fait, elle a été assez peu saisie, finalement, cette campagne. Elle a même été parfois oubliée et il faut attendre 2016 pour qu'il y ait la création d'un collectif, le collectif Féminicide par compagnon ou ex, qui va commencer à compter les féminicides dans le cadre conjugal. Et donc, elles récupèrent les données dans la presse, sur le web, et elles vont commencer à faire un premier comptage. Il va y avoir donc une page Facebook qui est toujours à l'heure actuelle en activité. On va dire que ce moment de 2014-2016, on va dire que c'est peut-être le premier moment d'émergence un peu importante du problème du féminicide en France. Mais en fait, il va falloir attendre l'année 2019 pour que ça soit un petit peu le tournant. Et notamment, quelque chose qui va aider, c'est le début massif des collages féminicides, qui sont aussi parfois appelés collages féministes, dans le courant de l'année 2019.
Ces collages, alors ils avaient commencé brièvement avec le collectif Insomnia Riot en novembre 2016, mais l'intérêt de ces collages-là, à partir de 2019, c'est qu'ils vont attaquer en particulier la lecture passionnelle qui figurait en France. Donc par exemple, l'amour ne fait pas de bleu, aimer est différent de tuer. Il y a aussi la dénonciation en fait de la banalité de ce crime. Donc par exemple, un féminicide tous les 48 heures. Et l'idée, c'était de dévoiler en fait la lecture féministe du féminicide. Par exemple, la dynamique. Par exemple, dans ces collages, on pouvait trouver « elle dit non, il la tue »,« elle le quitte, il la tue »,« tuer à coup de « je vais changer ». La grande force de ces collages, c'est qu'en fait, ils ont diffusé le terme féminicide à grande échelle dans les grandes villes, mais pas seulement, et c'est ça aussi qui a été fort, c'est qu'on pouvait retrouver dans des villages des collages féminicides. Et progressivement, ce mouvement social, en fait, il va réussir à mettre à l'agenda la question du féminicide. Et au début donc, de septembre 2019, le gouvernement va annoncer un Grenelle des violences conjugales. Le président Macron fait un discours à l'ONU où il va utiliser le terme féminicide et il dit qu'il veut donner un statut juridique à ce sujet. Et on a peu après une mission d'information qui va être menée par la députée Fiona Lazard pour savoir s'il faut inscrire ou non la question du féminicide dans la loi. Donc finalement, ce problème public, il est en effet tardif en France, mais on va dire que en tout cas pour moi, sans les féministes, peut-être qu'on a mis encore un certain temps à se rendre compte qu'il fallait nommer différemment et agir contre, du coup, ce crime-là. Merci Margot de faire référence à cette campagne des collages qui a été portée par des centaines et peut-être des milliers de militantes partout en France et qui a eu un impact, à mon avis, inédit en France. Peut-être que c'était même la campagne de sensibilisation aux violences machistes la plus efficace de l'histoire de France, alors que tout a été organisé sur la base du bénévolat, ce qui la rend d'autant plus impressionnante. Il faut aussi mentionner, je pense, le fait que depuis 2019, il y a des associations de familles de féminicides qui se sont organisées au niveau national. Je pense notamment à l'Union nationale des familles de féminicides qui est présidée par Sandrine Boucher, qui a fait aussi un énorme travail et qui continue à faire un énorme travail de plaidoyer auprès des élus pour répondre aux urgences, notamment, par exemple, les orphelins de féminicides. On ne va pas en parler dans ce podcast, mais c'est une question qui est extrêmement importante. Vous, dans votre thèse, Margot, vous ne vous intéressez pas à l'actualité, à la période contemporaine. En fait, vous avez périmétré votre travail d'enquête de 1791 à 1976. Vous avez déjà expliqué que 1976, c'est l'année du Tribunal international des crimes contre les femmes. Mais pourquoi avoir démarré vos recherches en 1791 ? J'ai cherché à saisir finalement les discussions qui avaient pu amener à l'émergence du premier code pénal. Ce premier code pénal, du coup, qui date de 1791, va fixer des catégories judiciaires qui vont en fait rester très longuement tout au long du 19e, mais aussi au 20e. Et on en hérite aujourd'hui de ces catégories judiciaires, donc par exemple le meurtre, l'assassinat, etc. Et en fait, dans ce premier code pénal, il y a toute une rationalité judiciaire que je cherchais à saisir, notamment parce que, dans ce code, la qualité des individus, c'est par exemple leur statut, ça peut être le mari, le père, la mère, n'est plus considérée dans la qualification des crimes. Donc il y a une forme de neutralisation de cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on va chercher à dire que c'est un meurtre, un assassinat, etc., mais on va plus chercher à dire, c'est le meurtre de la mère ou c'est le meurtre de l'épouse. Ces catégories-là existaient dans l'Ancien Régime. La deuxième raison pour laquelle 1791 c'était une date importante, c'est que c'est un moment de discussion politique très vif autour d'une question qui est le divorce et qui, dans ma thèse, va avoir une importance particulière. Cette question du divorce, elle est importante parce que, au moment de la Révolution, on va chercher à défendre, en tout cas une partie des députés vont chercher à défendre le divorce parce qu'il permettrait de répondre à un problème qui est le fait que les époux se tuent entre eux. Et donc, pour étudier en fait cette période historique, donc qui débute au XVIIIe siècle et qui finit au XXe siècle, vous avez extrait des archives du Rhône, le département dans lequel vous résidez et où vous avez aussi soutenu votre thèse. Vous avez donc extrait 400 affaires judiciaires qui ont été jugées en cour d'assises du Rhône durant cette période. Comment est-ce que vous avez extrait ces 400 affaires ? Qu'est-ce qui vous a permis en fait de dire ces affaires-là, ça correspond à un féminicide ? En fait, quelle a été votre définition du féminicide ?
Alors, pour la sélection, ça a été une problématique épineuse parce que la catégorie féminicide n'existant pas dans le droit, donc la première étape de sélection du matériau, c'était, voilà, je regarde tous les arrêts de procédure, dès qu'il y a meurtre, assassinat, etc., avec une victime qui est une femme, je le sélectionne. Et en deuxième temps, je vais voir le dossier de procédure. Donc, en fait, le dossier de procédure, c'est toutes les pièces qui constituent, en fait, le dossier judiciaire. Donc, vous allez avoir l'audition des témoins, le procès-verbal qui explique comment le corps a été trouvé, le certificat de décès, l'autopsie du légiste, etc. En effet, la deuxième, c'était d'essayer d'aller dans les archives et de se demander, finalement, est-ce que ces meurtres que j'ai en présence, ces meurtres de femmes, sont des féminicides ? Progressivement, avec l'étude de ces dossiers, ça m'a aussi amené à proposer moi-même une définition du féminicide. Donc, je garde évidemment la formule de Russell, meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, mais en plus, ce que je veux rajouter, c'est que quand on dit ça, ça veut dire que les femmes sont perçues dans l'espace social comme des femmes. Donc, c'est-à-dire avec tous les attributs que ça veut dire, et qu'à ce titre, elles sont vulnérabilisées parce que nous ne sommes pas dans une société égalitaire. La deuxième chose qu'on peut rajouter à cette définition, c'est que le féminicide est un meurtre qui est commis volontairement. Et il est commis volontairement par autrui. Enfin, ce féminicide, c'est un meurtre dans lequel il y a vraiment une volonté de ciblage. Donc, j'ai essayé de voir, en fait, dans ces dossiers, comment on pouvait voir si ces femmes ont été particulièrement ciblées. Par exemple, quand c'est un accident. Quand il y a un coup de feu qui part et qu'en fait, la balle ricoche et puis finalement tue quelqu'un, on n'est pas dans une volonté de ciblage, on n'est pas dans un féminicide. Il n'y a pas de mécanique genrée derrière le passage. Genrée. Alors après, on pourrait interroger, est-ce que c'est parce que les hommes ont des armes et que du coup, ils les utilisent ? On pourrait interroger ça, mais en tout cas, là, il se trouve que le cas auquel je pense, c'est un accident. Okay. Donc ça rentre pas dans la logique du féminicide. Donc du coup, vous avez identifié pour votre travail de thèse un corpus de 400 affaires que vous avez décortiquées. Et l'une des premières interprétations, l'une des premières analyses que vous pouvez apporter, c'est ce que vous appelez en fait le paradigme conjugaliste, notamment dans la première période du 19e siècle. En fait, grâce à votre thèse, vous avez en fait pu proposer une interprétation assez intéressante de pourquoi, quand on parle de féminicide en France, on pense automatiquement à féminicide conjugal. Je le précise puisqu'on vient de parler en amont des féminicides de Ciudad Juárez, avec des femmes qui sont tuées notamment dans un contexte de narcotrafic. On a parlé du Tribunal international des crimes contre les femmes, etc. Pourquoi en France, notamment encore aujourd'hui dans le débat public, quand on parle de féminicide, on pense à meurtre conjugal ? Un des objectifs de la thèse, c'était donc d'essayer de savoir si les crimes que j'avais dans les archives étaient des féminicides, mais un autre, c'était également d'essayer de comprendre comment ce crime est pensé et lu, comment on en parle avant qu'il y ait le terme. Donc ce problème-là m'a amené à m'intéresser au divorce, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, le divorce, c'était un enjeu de débat entre les révolutionnaires. Un des arguments qui était saisi, c'était de dire, voilà, le divorce, il permet quoi ? Il permet de lutter contre les crimes dans le cadre du couple. La logique révolutionnaire, c'est de dire, voilà, on va désacraliser le mariage. Pour le désacraliser, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait un contrat. Et bien, en fait, un contrat, ça peut être fait, mais ça peut aussi être défait. Il permet donc de terminer des unions qui vont être dites comme étant des unions mal assorties. Mais en fait, il faut lire dans ces unions mal assorties souvent des unions malheureuses, des unions qui sont violentes. Dans le cadre de ce débat, on va avoir des témoignages de femmes, dans cette période révolutionnaire, mais même après, qui sont en fait, qui veulent absolument le divorce parce qu'elles sont violentées. À partir du moment où le divorce est passé en 1792, les femmes vont beaucoup y avoir recours. Dans les chiffres, c'est assez impressionnant. Et elles le demandent aussi pour injures, sévices, etc. Donc pour violence, parce qu'elles sont violentées. Ce divorce, il va être permis, donc en 1792, par consentement mutuel ou par le consentement d'un seul avec l'accord de l'autre. Mais ça ne va pas être très long, parce qu'en 1804, il y a donc le passage du Code civil, et il y a ce qui a amené la rédaction de ce texte, c'est aussi un changement des forces politiques, et le divorce va être réduit à quelques exceptions, et en fait, on peut divorcer maintenant, surtout si l'autre a commis une faute dans le mariage. Donc par exemple, cette faute, c'est quoi ? C'est l'adultère.
Le divorce, il va finalement être interdit en 1816 par une loi qui est dite de Bonald, dans un contexte d'une majorité parlementaire qui est ultra-royaliste. Si vous voulez, ce divorce, il est vraiment perçu comme un poison révolutionnaire. Donc il faut l'anéantir à tout prix. Là commence finalement 70 ans de débat autour de savoir si est-ce qu'il faut remettre ou ne pas remettre le divorce. Et dans ce cadre-là, l'argument qui va être le plus saisi par donc le camp des personnes qui sont en faveur du divorce, c'est de dire voilà, le mariage, il est le mariage qui est surtout mal assorti, il est vraiment problématique parce que il va amener l'un des deux époux à commettre un crime. Et donc dans les textes, vous avez cette mention systématique à l'attentat entre époux. Et dans cet attentat entre époux, finalement, vous avez en fait déjà le féminicide conjugal, mais jamais nommé comme tel et jamais pensé comme tel. Parce qu'en fait, c'est une catégorie qui est tout à fait symétrique et par ailleurs qui se réduit aux couples mariés. Donc par exemple, qui oublie complètement des femmes qui vont mourir en dehors de ce couple marié, comme dans l'intimité du concubinage. En tout cas, dans le débat public, il y avait cet argument favorable au droit au divorce comme un garant pour empêcher un époux de tuer un autre époux. Et je crois, en lisant votre thèse, qu'il n'y avait d'ailleurs pas forcément de mention au genre du meurtrier. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on s'intéresse aux féminicides conjugaux, en France, on voit que très souvent, en fait, le déclenchement, le passage à l'acte survient au moment de la séparation, c'est-à-dire que le meurtrier décide de tuer la victime quand elle se sépare. Très souvent, d'ailleurs, c'est dans les 6 mois suivant la séparation. C'est complètement paradoxal par rapport à ce que vous avez étudié à cette période. En effet, et je pense que il y a une partie de vrai aussi là-dedans, parce qu'on voit bien la différence entre lecture des acteurs d'un fait social et ce qu'on retrouve dans les faits sociaux eux-mêmes. Dans la lecture, ce divorce, il est vraiment pensé comme presque une politique publique. Passons le divorce pour résoudre le problème. Quand on regarde les archives, en fait, on se rend compte surtout que ce sont les femmes qui n'ont pas accès au divorce qui vont tuer leurs époux pour s'en débarrasser. Mais en réalité, quand on regarde du côté des hommes, en général, ils n'ont pas forcément la volonté de demander le divorce. Au contraire, en fait, ils vont exercer leur puissance maritale. C'est Victoria Vanneau qui le rappelle, va s'exprimer dans un droit de correction en fait des époux sur les épouses. Et en fait, ce droit de correction, en fait, c'est l'autorisation légale des violences conjugales des époux sur les épouses. Et donc, dans les archives, en effet, on va retrouver, on va pas forcément retrouver ce que les acteurs lisaient dans la nécessité du divorce. Mais c'est aussi peut-être parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette lecture du genre et de ce qui fait qu'un homme socialisé en tant qu'homme peut être amené à décider un jour d'ôter la vie. Au moment où elle demande, là en l'occurrence le divorce, où elle s'est déjà séparée, encore aujourd'hui, il y a une part par exemple des femmes qui tuent dans un contexte conjugal, qui sont elles-mêmes victimes de violences. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas d'autres cas de figure, mais en tout cas, dans les statistiques, et je m'en réfère toujours à ce rapport sur les morts violentes au sein du couple du gouvernement, qui est accessible en ligne, et qui mentionne toujours un certain pourcentage, en fait, de femmes qui passent à l'acte dans un contexte de violence, en fait. Effectivement, si ces femmes, elles sont violentées, elles vont passer en fait au crime. Pour autant, la lecture des acteurs ne va pas permettre d'appréhender les rapports sociaux de sexe et de les lire comme étant asymétriques. Donc, cette question du divorce, elle fait apparaître cette catégorie de l'attentat entre époux, mais dans cet attentat entre époux, on ne voit pas réellement que, en fait, ce sont les épouses qui sont beaucoup plus tuées que les époux. On ne lit pas cette asymétrie parce que, finalement, le couple, le mariage est un tout. Et on ne le divise pas, on ne cherche pas à savoir en fait qui a tué qui. D'ailleurs, pour rappel, en France aujourd'hui, il y a environ 80 à 85% des victimes de ce qu'on appelle donc les morts violentes au sein du couple qui sont des femmes, ce qui peut donc s'apparenter à des féminicides conjugaux. Et à l'inverse, 80 à 85% des auteurs qui sont des hommes, les meurtriers. Et justement, la figure de l'homme meurtrier apparaît, selon vos travaux de thèse, à la faveur d'un autre phénomène que vous appelez le paradigme passionnel. En fait, c'est à ce moment-là où il y a une individualisation de ces contextes de crime et où, du coup, là, on va s'intéresser au meurtrier en tant qu'homme. Et donc, on peut y lire aussi les prémices d'une perspective de genre. Mais ce que vous expliquez dans votre thèse, c'est que cette perspective, qui fait écho aujourd'hui
à cette lecture du crime passionnel, donne lieu presque à une atténuation, à une minimisation en fait du passage à l'acte, dans lequel en fait on va dire que l'homme a tué parce qu'il est débordé de sentiments. L'idée en fait de dire on tue par amour. Cette lecture passionnelle, elle est importante parce qu'elle vient de, disons, plusieurs champs. Le premier, c'est le champ de la littérature, notamment romantique, qui va en fait critiquer le mariage bourgeois, qui est un mariage contractuel où les gens ne s'aiment pas. Ce mariage contractuel, en fait, il est un peu répugnant pour beaucoup d'auteurs romantiques, notamment Stendhal. Et au contraire, ce qui est beau, en fait, c'est l'amour pur, en fait, les unions qui se font sur la question des sentiments. Et par exemple, Stendhal va complètement glorifier l'amour ouvrier en disant, voilà, il faudrait revenir à finalement des unions où les gens s'aiment, où les gens sont passionnés. Donc là, en fait, finalement, cette lecture, elle permet un peu de sortir de ce paradigme conjugaliste dans le sens où on va aller beaucoup plus loin que le seul couple marié, ça l'étend en fait à d'autres catégories de la population qui pourraient être amants, etc. On va aussi commencer en fait à dire, bon bah voilà, en fait, c'est un crime qui n'est pas laid, il est beau parce qu'il est mu par des sentiments profonds, purs. En plus de cette littérature romantique, il y a un autre courant qui va participer à faire installer le paradigme passionnel, c'est d'une part le courant de l'aliénisme, qui est un courant, en fait, l'ancêtre de la psychiatrie contemporaine, et le courant de l'anthropologie criminelle, qui s'intéresse à la question de la médecine légale. Ces deux courants, ils vont analyser en fait ce qui pousse en fait les personnes à tuer, en essayant de l'expliquer d'un point de vue médical. Et là aussi, on va avoir une forme de glorification de la passion, parce que, contrairement à des crimes de vol, contrairement à des crimes affreux, en fait, finalement, celui qui tue par amour, c'est quand même le moindre mal. Et donc, on va non seulement voir apparaître une lecture qui atténue la gravité du crime, mais en plus, on a des nouveaux mots. Et donc, on va avoir, par exemple, dans l'anthropologie criminelle, l'apparition du terme « criminel par passion », qui va progressivement devenir « crime passionnel », récupéré par la presse française. C'est très intéressant, Margot, que vous mentionnez aussi le rôle de la presse, puisque en tant que journaliste, j'ai conscience du rôle en fait de la presse française dans le storytelling en fait qui a été fait autour de cette lecture passionnelle du féminicidaire et de cette scénarisation en fait de ces meurtriers presque comme des héros romantiques. C'est une scénarisation qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on lit certains faits divers, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est d'autant plus intéressant d'analyser la récente percée médiatique de ce concept de féminicide et comment en fait la presse française, notamment la presse écrite, a presque opéré un mea culpa pour rattraper, c'est impossible de toute façon, toute cette lecture passionnelle du passé. Cette narration, en fait, cette fiction presque journalistique, elle est d'autant plus étonnante quand on travaille en fait sur ces crimes. On a affaire, en fait, on a le nez dans les dossiers et parfois on est aussi carrément à la morgue. En fait, on sait que ces dépouilles, elles sont profondément mutilées, en fait. Les affaires sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des femmes qui ont reçu parfois des dizaines de coups de couteau. C'est ce qu'on appelle l'overkilling. Elles ont été tuées bien au-delà de leur mise à mort. C'est des personnes qui ont reçu des cartouches pour le gros gibier. Voilà, je ne vais pas continuer dans les détails. Je pense que tous les auditoristes auront compris. Alors oui, en effet, on retrouve cet overkilling et du coup, on peut même dire que c'est un trait assez structurant du féminicide sur le temps long, parce que cet acharnement, cette exécution sanglante en fait des victimes, on les voit dans les certificats des légistes qui font état en fait de toutes les blessures qu'ont vécu les femmes. C'est pour ça qu'on traduit souvent overkilling par surmeurtre, parce que ça permet de montrer que vraiment c'est un meurtre avec une intensité très particulière. Ce qui est aussi peut-être important de dire, c'est qu'en fait, cette violence qui vraiment est visible sur les corps, en fait, elle est parfois même, le légiste va montrer qu'il y a des violences qui ont été antérieures à la mort. Donc en fait, on a vraiment des parcours de violence de ces femmes qui sont
très importants. Donc finalement, c'est des violences avant la mort, des violences dans la mise à mort, des violences après la mort. Et ces violences-là, elles sont... donc c'est les violences physiques qu'on voit, mais on a aussi dans les archives, grâce aux voisines, grâce aux proches, des témoignages de violences psychologiques, de contrôle coercitif, de violences sexuelles, etc., qui ne se voient pas forcément en fait, au moment de l'autopsie. Oui, j'ai trouvé ça passionnant dans votre thèse, effectivement, le fait que vous réussissez à mettre en lumière le fait qu'il y a un continuum de violence, c'est-à-dire que au-delà du passage à l'acte létal, il y avait des violences qui préexistaient et que vous ayez réussi en fait à le montrer à partir de ces archives. C'est d'autant plus intéressant qu'en fait vous prouvez avec vos recherches que le contexte de ce féminicide, donc là le féminicide conjugal, n'a malheureusement pas évolué au fil des siècles. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours des antécédents de violence et aussi des situations où la victime était harcelée. Et aussi, quelque chose qui est très souvent minimisé, banalisé, c'est à quel point, en fait, et vous le montrez aussi dans vos archives, les meurtriers avaient déjà annoncé à leurs victimes et à leur entourage qu'ils allaient tuer leurs victimes. Alors, effectivement, en plus de cette question des parcours de violence, de ce overkilling, qui sont un peu des traits communs que j'ai retrouvés structurants du féminicide, il y a aussi cette question de la menace de mort. Alors, cette menace de mort, vous avez compris, j'y étais déjà moi-même sensible. Donc, quand je suis arrivée dans les archives, c'est quelque chose que j'ai regardé. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle soit aussi présente. Non seulement la menace de mort, elle est récurrente. C'est-à-dire qu'on peut trouver des voisins qui disent, voilà, j'ai entendu plusieurs fois qu'elle a été menacée de mort. On peut avoir des policiers qui témoignent que l'épouse, la conjointe, la concubine est venue en essayant de déposer plainte contre l'époux en disant, voilà, il me menace de mort. On a aussi, quand les victimes ont survécu, des discours directs où elles explicitent en fait qu'elles ont été menacées de mort. Et alors, quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est que parfois ces menaces de mort s'accompagnent de la mention de l'arme qui va être utilisée ou du moyen qui va être utilisé pour tuer. Donc, par exemple, il y a dans cette commode un pistolet dont je vais me servir pour te tuer. Et cette victime se retrouve tuée par ce pistolet qui était dans la commode. Ou je vais t'étrangler. Et finalement, c'est effectivement l'étranglement. Finalement, il y a presque un script dans la tête de ces personnes qui déjà annoncent le féminicide. C'est pour ça que je l'ai écrit très clairement. En fait, le féminicide, c'est un crime qui est annoncé. Oui, et aussi, justement, vous faites référence au mode opératoire, arme blanche, arme à feu, pareil, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi prégnant. Donc, vous expliquez que les hommes tuent souvent après avoir annoncé qu'ils allaient mettre à mort leurs victimes. Et à l'inverse, en fait, les femmes sont tuées très souvent à un moment où, en fait, elles exercent ce qu'on appelle leur agentivité. C'est un concept qui a été élaboré par Judith Butler et qu'il définit comme la capacité à faire quelque chose avec ce qu'on fait de moi. C'est-à-dire, on a tous un jeu de cartes et on joue différemment avec ces cartes, en quelque sorte. Et donc vos archives, elles témoignent de cette agentivité quand en fait vous puisez dans ces articles de presse ou ces archives judiciaires des exemples où par exemple vous racontez que telle femme a résisté à son agresseur en se moquant de lui, en riant, en faisant des blagues. Parfois j'ai trouvé même ces exemples assez touchants en fait parce que ça raconte en fait la personnalité de ces victimes dans votre thèse. Cette agentivité aussi bien sûr elle s'exprime au moment de la séparation, c'est-à-dire je divorce, ou je me sépare, ou voilà, je coupe les ponts. C'est encore le cas aujourd'hui. Les femmes sont tuées au moment, très souvent, dans un contexte conjugal, mais pas que, où elles reconquièrent en fait leur liberté. Tout à fait. Cette définition de Butler, elle m'a beaucoup aidée parce que la capacité à faire quelque chose avec ce qu'on a fait de moi, ça résonnait beaucoup avec cette définition de Russell, de meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. La capacité à faire quelque chose avec ce qu'on fait de moi, en tant que femme, dans les limites de ce qui m'est possible. Et dans les archives, j'ai été assez surprise parce que je m'attendais à voir des victimes passives. Les campagnes de communication que j'ai vécues en tant que jeune adolescente faisaient montrer des femmes plutôt passives des coups, etc. Donc je m'attendais à voir ça en fait finalement dans les archives judiciaires. Et qu'est-ce que je vois dans ces archives? Des femmes qui agissent. Alors cette agentivité, elle est tout à fait différente en fonction des situations. Et il y a vraiment un panel, on va dire, avec des agentivités très fortes et des agentivités très peu fortes. Parfois, le fait de rire peut participer à agacer l'assassin qui va aller jusqu'à tuer. Ça peut être une forme d'agentivité qui va être de dire, en fait, je vais prévenir d'autres femmes qu'il ne faut pas
croiser le chemin de ce monsieur. Donc, un autre type d'agentivité, ça peut être aussi dire, en fait, je me sépare de toi et je pars, chez mes parents, par exemple. Au moment où le divorce n'est pas permis, finalement. Mais ça peut aussi, et donc là, c'est quand même plus marqué, demander le divorce. C'est notamment le cas de pas mal d'affaires que j'ai eues dans les années 1950. Pour moi, l'agentivité, c'est vraiment un mécanisme central dans le féminicide, parce qu'on voit bien que, finalement, les hommes ne supportent pas que les femmes dérogent à cet ordre patriarcal en faisant ce qu'elles ont envie de faire. Ça peut aussi, par exemple, juste le fait de mettre du vernis. Ça peut être quelque chose qui fait problème pour ces hommes-là. Je voulais aussi rajouter que dans les dossiers que j'ai pu consulter, il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui partent en essayant de cacher leurs traces, en organisant leur fuite, comme si elles étaient conscientes d'être tuables et que cette action-là allait peut-être déclencher des violences mortelles. Oui, Margot, l'histoire du vernis à ongles, c'est un élément que je raconte à un moment dans mon livre, l'histoire de Laetitia Schmitt. Ça décrit d'ailleurs une forme de contrôle coercitif. Quand elle rentrait chez elle, elle effaçait le vernis à ongles que sa collègue de travail, Marjorie, lui prêtait, parce qu'il ne supportait pas qu'elle s'en mette. Et pour revenir à votre thèse, un élément qui est essentiel, je pense, dans votre travail et qui est encore très peu dit, c'est la surreprésentation en fait, des femmes âgées. Dans votre corpus de 400 affaires, il y a énormément de femmes qui ont été ciblées par des hommes. Donc là, on arrive à des contextes qui ne sont pas conjugaux. C'est des femmes qui sont ciblées par des hommes qu'elles ne connaissent pas, qui décident de les cambrioler, de leur voler leurs biens et qui, au cours de ce cambriolage, les assassinent. C'est ce que vous appelez des féminicides crapuleux. Vous avez inventé en fait une nouvelle typologie à partir de l'étude de ces archives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Margot Jacenti ? Ça, c'est un peu la surprise des archives parce qu'en fait, quand j'ai sélectionné mon matériau, j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de cas où le meurtre était accompagné, suivi ou précédé de vol. Au départ, j'avais exclu ces crimes en me disant qu'en fait, la motivation principale, c'était pas le fait de tuer des femmes, mais de les voler. Et du coup, de les tuer par la suite. Mais j'ai été obligée de re-questionner cette dynamique quand je me suis rendu compte du nombre qu'il y avait de féminicides de femmes âgées que j'ai finalement appelés féminicides crapuleux. Ces féminicides, ils correspondent environ à 18% de mon corpus. Ce sont des femmes qui sont âgées, voire très âgées. Elles vivent souvent seules, elles vivent souvent de manière isolée. Et en fait, la question de l'argent n'est pas tellement importante dans le sens où, parfois, elles ne sont pas particulièrement riches. Donc, en m'intéressant à cette question-là, j'ai finalement compris que ces femmes-là, elles sont tuées parce que ce sont des femmes seules, souvent sans homme dans la maison, et qu'elles paraissent être des proies faciles, des proies vulnérables, qu'on peut en fait facilement violenter et du coup aussi voler, mais elles sont bien ciblées. On les cible parce que ce sont ces femmes-là qu'on perçoit comme étant des êtres sans défense. Ce féminicide crapuleux, c'est vraiment un crime qui a l'imbrication de plusieurs rapports de domination, les rapports sociaux de sexe, mais aussi les rapports d'âge. C'était aussi important pour moi de ne pas laisser passer ces vieilles femmes parce que non seulement c'était un chiffre important dans mon corpus, mais en plus ce sont des femmes dans l'espace public qui sont globalement invisibilisées. Votre thèse met en exergue d'autres typologies que vous avez aussi façonnées vous-même, notamment ce que vous qualifiez de féminicides marginaux. Alors ces féminicides marginaux, c'est quand même 14% de mon effectif et on peut les classer dans différentes catégories. Alors la première catégorie, c'est le viol meurtrier. C'est des féminicides où les hommes vont chercher à tuer des femmes parce qu'ils veulent avoir des relations sexuelles avec elles. J'ai été surprise dans le matériau de voir que ces femmes-là, parfois c'était les patronnes de ces hommes. Et je n'ai pas beaucoup retrouvé ce type de relation dans d'autres cas. Il y a aussi des femmes proches, des amis, et aussi des viols meurtriers qui sont faits sur des inconnus. Donc des femmes qui sont trouvées dans la rue. Et il y a aussi les femmes qui sont tuées après avoir dénoncé des violences sexistes et sexuelles. Ça aussi, c'est particulièrement éloquent. En plus de ce viol meurtrier, il y a aussi effectivement ce que j'ai appelé les féminicides de l'omerta.
Alors pourquoi omerta? Omerta, c'est ici à entendre comme en fait ce qui est la loi du silence. En fait, c'est la loi du silence que les hommes imposent aux femmes. Donc là, on rentre bien dans la logique de sanctionner l'agentivité des femmes. Donc par exemple, ça peut être des femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont moquées, qu'elles ont critiqué, qu'elles ont réprimandé des hommes, qu'elles ont atteint à leur honneur. Ça peut aussi être des femmes qui se font tuer parce qu'elles ont protégé d'autres femmes, en particulier des voisines ou des proches qui vont protéger des victimes de violences. Ça peut être des femmes qui ont dénoncé des violences sexuelles, notamment des incestes. Et ça peut aussi être des femmes qui ne se plient pas aux atteintes des hommes. Donc j'ai aussi quand même, faut le dire, dans ce corpus, une mère qui est tuée parce qu'elle n'avait pas modernisé son intérieur et cet intérieur paraissait à son fils complètement délabré, sale. J'ai aussi une femme qui se fait tuer parce qu'elle aurait fait une mauvaise soupe. Donc en fait finalement des femmes qui ne répondent pas à ces attentes en fait, ne répondent pas à ce que c'est être une femme selon les hommes. Oui, et votre catégorie des féminicides de l'omerta fait écho au travail de collègues que je souhaite nommer du collectif YouPress qui ont créé ce projet Femmes à abattre pour mettre en exergue les féminicides politiques. Et en France, c'est notamment le cas de Vanessa Campos, une travailleuse du sexe qui a été tuée au Bois de Boulogne. Et je pense que ça peut aussi faire écho dans une certaine mesure au meurtre de Alaïs Rago, dont j'ai raconté l'histoire sur France Culture avec ma collègue Pauline Verdusier, qui a été tuée à l'âge de 18 ans par un proxénète alors qu'elle essayait d'inciter les victimes du réseau de traite à prendre leur autonomie. Et c'est aussi important, encore une fois, de rendre leur agentivité à ces victimes. Ça contribue aussi à leur réhumanisation. Avant de terminer cette discussion, Margot Jacinthy, j'aimerais bien vous questionner sur une autre typologie que vous mettez en exergue dans votre thèse et qui serait la catégorie du féminicide perpétré par d'autres femmes. Ce qui est assez étonnant quand on repense à la définition originelle de Diana Russell dans les années 70 qui disait le meurtre d'une femme parce que c'est une femme tuée par un homme, et on pourrait ajouter parce que c'est un homme. En sélectionnant mon matériau à partir des victimes de ce fait, j'ai aussi constaté, alors dans une proportion ultra marginale, puisqu'il s'agit de 23 cas, que des femmes avaient été aussi accusées d'avoir tué d'autres femmes. Alors, il faut le dire d'emblée, le féminicide, il ne se définit pas par rapport à celui qui tue, mais plutôt à celle qui est tuée. Donc, il laisse la possibilité, en effet, que des femmes puissent tuer d'autres femmes et que ça soit des féminicides. Pour autant, d'une part, sur ces 23 cas, je n'ai pas eu le matériau suffisant pour me prononcer sur tous ces cas. Par ailleurs, il faudrait une étude de plus long cours pour répondre profondément à cette question. Moi, j'ai un petit peu ouvert cette possibilité, en particulier quand il s'agit de femmes qui sont jalouses d'autres femmes et qui vont être amenées à les tuer. Mais c'est tout de même dans un système patriarcal où les femmes se jalousent souvent pour le regard des hommes, donc ça peut interroger. C'est une catégorie qui mériterait qu'on s'y intéresse parce qu'on voit parfois que des femmes vont aider ou vont être à l'initiative de féminicides, notamment quand des femmes n'ont pas fait les choix que leur mère ou leur tante ou leur famille attendaient. Donc il faudrait une étude de plus long cours pour répondre à cette question, mais c'était important pour moi de la poser quand même. Oui, vu que vous parlez des attentes dans les familles, ça peut aussi faire écho aux situations de crime d'honneur. Complètement. Où là, c'est toute la famille qui décide d'un commun accord de perpétrer ce crime. Pour conclure, je vais citer une phrase de votre thèse qui, je pense, résume bien tout votre propos. Cette phrase, c'est « Le féminicide n'a pas attendu d'être nommé pour exister ». Vos travaux démarrent donc en 1791. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que pour vous, le féminicide a toujours existé ? Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile pour une politiste, pour une historienne, de dire qu'un fait a toujours existé. Il y a une peur de la généralisation abusive, de l'anachronisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant les travaux qui se multiplient, en mettant au travail ce concept de féminicide, on pourrait au moins considérer que la documentation permet de mettre en évidence qu'il y a des femmes qui sont volontairement ciblées et tuées parce que femmes à d'autres époques que l'époque contemporaine. Et alors, on pourrait à ce moment-là considérer finalement que le féminicide, c'est un fait social morphologique. En tout cas, moi, j'en suis convaincue maintenant pour le 19e, pour le 20e, pour le 21e, au sens que c'est une manière d'être d'une société. Peut-être que, comme le viol, le féminicide est un fait social morphologique.
Merci Margot Jacinthy. J'invite tous les auditeuristes à consulter votre thèse en accès libre. On la met donc en référence de l'épisode. Et je voudrais terminer cette conclusion par les mots de l'écrivaine argentine Selva Almada, qui a écrit ce livre « Les jeunes mortes » que vous avez lu, Margot, puisque vous le citez dans votre thèse. Vous démarrez même en fait votre thèse par cet extrait que je vais vous demander de lire. Telle est peut-être ta mission. Rassembler les os des jeunes filles, les recomposer, leur donner une voix pour les laisser ensuite courir librement, quel que soit l'endroit où elles doivent se rendre. Faire genre est un podcast coproduit par Binge Audio et l'Institut du genre. Prise de son Quentin Bresson, réalisation Thomas Plé, direction de production Soraya Kershawi-Matignon et Alban Philly, production Camille Codor et Naomi Titi avec le soutien de Lucille Lebouté.